Le 12 août de l'an 30 avant Jésus-Christ, dans le palais royal d'Alexandrie, une femme de 39 ans s'enferma dans sa chambre, avec 2 servantes, et donna l'ordre de ne plus être dérangée. Quelques heures plus tard, lorsque les gardes forcèrent la porte, ils la trouvèrent allongée sur un lit doré, vêtue de ses habits royaux, déjà morte. Aucune trace de violence visible, seulement 2 petites marques sur le bras, que les médecins de l'époque attribuèrent à la morsure d'un serpent venimeux caché dans un panier de figues. Cette femme s'appelait Cléopâtre, et avec sa mort, s'achevait quelque chose de bien plus grand qu'une simple vie humaine. 3000 ans de civilisation pharaonique disparaissaient ce jour-là, engloutis pour toujours sous la puissance grandissante de Rome. Dans cette vidéo, nous allons reconstituer l'histoire complète de Cléopâtre et de l'Égypte antique, depuis l'arrivée des Ptolémées jusqu'à la chute de la dernière reine d'Égypte. Si l'histoire ancienne vous passionne autant que nous, abonnez-vous à Dévoileurs d'Histoire pour ne rater aucune de nos prochaines reconstitutions. Mais pour comprendre comment cette femme est devenue l'une des figures les plus mythiques de l'Antiquité, il faut d'abord remonter 3 siècles avant sa naissance, à un moment où l'Égypte n'était même plus gouvernée par des Égyptiens. En 332 avant notre ère, Alexandre le Grand conquit l'Égypte sans rencontrer de résistance significative, les habitants le considérant presque comme un libérateur face à l'occupation perse précédente. À sa mort prématurée en 323 avant Jésus-Christ, son immense empire fut partagé entre ses généraux les plus proches. L'un d'eux, un Macédonien nommé Ptolémée, hérita de l'Égypte et fonda une dynastie qui allait régner pendant près de 3 siècles, sans jamais véritablement se mélanger à la population locale. Les Ptolémées parlaient grec, vivaient selon des coutumes grecques et gouvernaient depuis Alexandrie, une ville qu'ils transformèrent en la capitale intellectuelle la plus rayonnante du monde antique, avec sa bibliothèque légendaire, abritant des centaines de milliers de manuscrits et son phare gigantesque, visible à des kilomètres en mer. Cette dynastie ptolémaïque avait également développé une tradition particulièrement brutale pour préserver le pouvoir au sein de la famille. Les mariages entre frères et sœurs étaient monnaie courante, suivant une coutume égyptienne ancienne, censée préserver la pureté du sang royal. Les complots, les empoisonnements et les exécutions de proches parents devinrent presque une routine politique au fil des générations. C'est dans cette atmosphère de violence familiale permanente que naquit Cléopâtre, en 69 avant Jésus-Christ, fille du roi Ptolémée XII. Contrairement à ses ancêtres qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre la langue de leur propre sujet, Cléopâtre grandit en maîtrisant non seulement le grec, mais aussi l'égyptien ancien, ce qui lui permit de communiquer directement avec son peuple sans passer par des interprètes. Un détail qui paraît anodin, mais qui révèle déjà une intelligence politique rare pour l'époque. L'enfance de Cléopâtre se déroula au milieu d'une instabilité constante. Son père fut chassé du trône, puis réinstallé grâce à l'intervention de Rome, une puissance dont l'influence sur l'Égypte ne cessait de grandir au fil des décennies. À la mort de Ptolémée XII en 51 avant notre ère, Cléopâtre, alors âgée de seulement 18 ans, monta sur le trône en théorie aux côtés de son frère cadet Ptolémée XIII, qu'elle devait épouser selon la tradition familiale. Mais cette cohabitation politique tourna rapidement au conflit ouvert. Les conseillers du jeune roi, bien plus intéressés par le pouvoir réel que par le partage du trône, manœuvrèrent pour évincer Cléopâtre, qui dut fuir Alexandrie et chercher refuge à l'extérieur du pays, déterminée à reprendre ce qu'elle considérait comme lui appartenant légitimement. C'est précisément à ce moment que l'histoire de Cléopâtre allait basculer de manière irréversible, car un homme venait d'arriver en Égypte, et il portait le nom de Jules César. Restez bien attentifs, car ce qui va suivre explique comment une reine en exil est devenue l'une des femmes les plus puissantes de tout le monde antique. En 48 avant Jésus-Christ, César débarqua à Alexandrie en pleine poursuite de son rival politique Pompée, qui avait fui Rome après leur guerre civile. Pompée fut assassiné par les conseillers égyptiens avant même que César ne pose le pied sur le sol égyptien, un geste que les Égyptiens espéraient voir comme une preuve d'allégeance envers Rome. César, loin d'être satisfait par cette exécution, se retrouva plongé dans les affaires internes du royaume et reçut bientôt la visite de Cléopâtre elle-même, venue plaider sa cause directement. L'alliance qui naquit entre les deux fut à la fois politique et personnelle.
César soutint militairement Cléopâtre contre son frère, qui périt noyé dans le Nil lors des combats qui suivirent, et la réinstalla fermement sur le trône d'Égypte. De cette relation naquit un fils, Césarion, que Cléopâtre présenta ouvertement comme l'héritier du dictateur romain, bien que César ne le reconnût jamais officiellement selon le droit romain. Cléopâtre se rendit ensuite à Rome, où sa présence provoqua autant de fascination que de scandale parmi l'aristocratie romaine. Peu habituée à voir une reine étrangère évoluer aussi librement dans les cercles du pouvoir. Mais cette période de relative stabilité prit fin brutalement en mars 44 avant notre ère, lorsque César fut assassiné en plein Sénat par un groupe de sénateurs convaincus qu'il menaçait de transformer la République en monarchie. Cléopâtre, qui se trouvait encore à Rome au moment du meurtre, comprit immédiatement que sa position devenait extrêmement précaire et regagna l'Égypte dans la précipitation, laissant Rome plongée dans une nouvelle guerre civile dont l'issue déterminerait qui allait désormais contrôler le monde méditerranéen. Pendant plusieurs années, Rome se déchira entre les héritiers de César. Octave, son fils adoptif, et Marc-Antoine, son ancien bras droit militaire, finirent par s'allier temporairement pour écraser les assassins de César, avant de se partager le pouvoir sur l'immense territoire romain. Marc-Antoine reçut la responsabilité des provinces orientales, ce qui le conduisit inévitablement à croiser de nouveau le chemin de Cléopâtre. En 41 avant Jésus-Christ, il la convoqua à Tarse pour qu'elle réponde de son éventuel soutien aux assassins de César. Cléopâtre, loin de se présenter comme une accusée soumise, arriva sur une barge somptueuse, drapée de pourpre et accompagnée d'une mise en scène si spectaculaire que Marc-Antoine en tomba immédiatement sous le charme, autant fasciné par son intelligence politique que par sa présence théâtrale. Cette rencontre marqua le début d'une alliance qui allait redessiner les frontières du monde antique. Marc-Antoine et Cléopâtre eurent 3 enfants ensemble et formèrent un partenariat aussi amoureux que stratégique, chacun ayant besoin de l'autre pour ses propres ambitions. Antoine avait besoin des ressources financières colossales de l'Égypte pour financer ses campagnes militaires contre les Parthes. Cléopâtre, elle, voyait dans cette alliance la possibilité de restaurer la grandeur perdue de son royaume, et peut-être même d'étendre son influence sur d'anciens territoires égyptiens. En 34 avant notre ère, lors d'une cérémonie connue sous le nom de donation d'Alexandrie, Antoine distribua officiellement plusieurs royaumes orientaux à Cléopâtre et à ses enfants, un geste qui scandalisa profondément l'opinion publique romaine, persuadée qu'Antoine s'était totalement soumis à une reine étrangère au détriment des intérêts de Rome. Octave saisit cette occasion en or pour orchestrer une campagne de propagande implacable contre son rival. Il présenta Antoine comme un homme corrompu, dépouillé de sa virilité romaine, transformé en simple marionnette d'une souveraine étrangère assoiffée de pouvoir. Cette guerre des mots se transforma rapidement en guerre tout court. En 31 avant Jésus-Christ, les flottes d'Octave et d'Antoine s'affrontèrent au large d'Axium, sur la côte ouest de la Grèce. La bataille tourna au désastre pour Antoine et Cléopâtre, leurs navires étant progressivement encerclés et leurs lignes de défense finissant par céder sous la pression. Cléopâtre, voyant la situation devenir intenable, ordonna à sa flotte de se retirer vers l'Égypte, et Antoine, après une hésitation que les historiens antiques décriraient plus tard comme un véritable abandon de ses propres troupes, la suivit, laissant le reste de son armée se faire massacrer sur place. Ce qui se déroula ensuite explique pourquoi cette histoire continue de fasciner le monde près de 2000 ans plus tard. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les derniers jours de Cléopâtre comptent parmi les moments les plus dramatiques de toute l'Antiquité. De retour à Alexandrie, Antoine et Cléopâtre comprirent que leur situation devenait désespérée. Octave avançait inexorablement vers l'Égypte avec des forces que personne ne pouvait raisonnablement espérer repousser. Cléopâtre tenta plusieurs négociations secrètes pour préserver au moins le trône pour ses enfants, mais Octave, déterminé à éliminer toute menace potentielle à son pouvoir absolu, ne laissa jamais entrevoir la moindre véritable concession. En août 30 avant notre ère, les troupes romaines pénétrèrent dans Alexandrie, sans rencontrer de résistance sérieuse. Marc-Antoine, croyant à tort que Cléopâtre s'était déjà suicidée, se transperça avec son épée dans un geste désespéré, mourant quelques heures plus tard dans les bras de la reine elle-même,
qui l'avait fait transporter jusqu'à elle alors qu'il agonisait encore. Cléopâtre se retrouva alors seule face à Octave, conservée comme prisonnière dans son propre palais, tandis que le futur empereur romain réfléchissait au sort qu'il lui réserverait. Les sources antiques rapportent qu'Octave avait l'intention de l'exhiber publiquement à Rome lors d'un triomphe militaire, un sort humiliant que Cléopâtre, en tant que reine, refusait absolument d'accepter. C'est dans ce contexte que survint sa mort, le 12 août, officiellement causée par la morsure d'un serpent qu'elle se serait procurée en secret, bien que certains historiens modernes émettent l'hypothèse d'un poison ingéré plus discrètement. Quoi qu'il en soit, Cléopâtre choisit de mourir, selon ses propres conditions, plutôt que de subir la honte que Rome lui réservait. Son fils Césarion, l'enfant qu'elle avait eu avec César, fut exécuté sur ordre d'Octave peu de temps après, ce dernier ne voulant prendre aucun risque concernant une éventuelle revendication future du trône. Avec la mort de Cléopâtre, s'éteignit définitivement la dynastie ptolémaïque et, par extension, 3000 ans d'histoire pharaonique ininterrompue. L'Égypte, ce territoire qui avait vu naître les pyramides, les temples de Karnak et le culte des pharaons-dieux, devint une simple province romaine, gouvernée directement depuis Rome et chargée de fournir du blé en quantité massive pour nourrir la capitale de l'Empire. Le titre même de pharaon, porté sans interruption depuis des millénaires, disparut purement et simplement des registres officiels. Pourtant, l'héritage de cette civilisation refusa de s'effacer aussi facilement que son indépendance politique. Les temples continuèrent d'être fréquentés pendant des siècles sous l'occupation romaine. La langue égyptienne survécut sous une forme évoluée, connue comme le copte, encore utilisée aujourd'hui dans la liturgie de certaines communautés chrétiennes d'Égypte. Les pyramides de Gizeh, déjà vieilles de plus de 2500 ans à l'époque de Cléopâtre elle-même, continuèrent de dominer le paysage comme elles le font encore aujourd'hui, témoins silencieux d'une civilisation qui avait su se réinventer pendant des millénaires avant de finalement céder face à la puissance montante de Rome. Quant à la bibliothèque d'Alexandrie, symbole absolu du savoir antique rassemblé sous les Ptolémées, son déclin progressif sur plusieurs siècles, marqué par des incendies, des négligences et des conflits successifs, demeure aujourd'hui encore l'une des plus grandes pertes intellectuelles de l'histoire humaine, une bibliothèque dont on ne sait toujours pas, avec certitude, combien de manuscrits uniques ont disparu pour toujours dans cette lente érosion. L'image de Cléopâtre, elle, traversa les siècles bien au-delà de la réalité historique elle-même. Les auteurs romains, désireux de justifier la guerre menée contre elle, la dépeignirent comme une séductrice manipulatrice, une menace orientale pour la vertu romaine, une image qui colla à sa mémoire pendant des générations entières. Ce portrait déformé inspira plus tard des œuvres comme celle de Shakespeare, perpétuant à travers les siècles une figure plus mythologique qu'historiquement exacte. La véritable Cléopâtre fut avant tout une stratège politique redoutable, capable de naviguer entre les puissances les plus dangereuses de son époque, parlant plusieurs langues couramment, gouvernant un royaume complexe et négociant d'égal à égal avec les hommes les plus puissants de Rome, dans un monde qui n'accordait pourtant que très rarement une telle place aux femmes. Aujourd'hui, l'Égypte ancienne continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année, fascinés par les mêmes pyramides, les mêmes temples et les mêmes hiéroglyphes que Cléopâtre elle-même contemplait depuis son palais d'Alexandrie. Le palais où elle vécut ces derniers instants a depuis longtemps disparu sous les eaux de la baie d'Alexandrie, englouti par des siècles de tremblements de terre et d'érosion côtière. Mais des archéologues sous-marins continuent aujourd'hui encore d'en retrouver des fragments, colonnes brisées et statues à demi enfouies, comme si la dernière reine d'Égypte refusait, même morte, de disparaître complètement des mémoires. L'histoire de Cléopâtre n'est donc pas seulement celle d'une femme tombée amoureuse de deux des hommes les plus puissants de son temps. C'est l'histoire de la fin d'un monde, le moment précis où la plus ancienne civilisation continue de l'humanité céda définitivement sa place à un nouvel ordre mondial centré sur Rome. Une page tournée après 3 millénaires, fermée par une reine qui préféra mourir selon ses propres termes, plutôt que de devenir un trophée vivant dans les rues de la ville qui venait de conquérir son royaume. Si vous avez aimé découvrir l'histoire complète de Cléopâtre et de l'Égypte antique, laissez un like et abonnez-vous à Dévoileurs d'Histoire pour soutenir notre travail. Dites-nous en commentaire quelle figure historique
vous souhaiteriez voir reconstitué dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.